Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 42. Et dans cette chronique, je vais faire un petit récapitulatif et surtout poser les jalons de la défense du socialisme, et plus particulièrement du socialisme qui fut effectivement la doxa pendant très longtemps en Union soviétique, en RDA et dans d'autres pays. Alors, bien entendu, pourquoi je fais cette défense? Parce que je constate que tous les jours, le révisionnisme des pro-capitalistes, malheureusement, n'est pas en reste. Alors pourquoi le socialisme, à mon sens, et c'est une opinion qui n'engage que moi, est loin, et de loin je dirais, supérieur au capitalisme, dont on voit aujourd'hui tous les méfaits au quotidien, aussi bien dans l'actualité que dans le monde. Et bien entendu, j'en veux pour preuve les réalisations de la construction socialiste, par exemple en Union soviétique. Alors au cours des dernières décennies, après la victoire des forces contre-révolutionnaires en Union soviétique et en Europe de l'Est, le débat politique public a été dominé, je dirais, par le concept de fin de l'histoire, fin des idéologies, c'est ce qu'aujourd'hui certains nous vantent. Et c'est certainement un concept très commode pour la classe oligarchique, voire même la classe dominante, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la bourgeoisie convertie à la mondialisation. Et surtout dans son effort de convaincre le monde que, tout d'abord, le socialisme a irréversiblement échoué, que le capitalisme est vainqueur final dans la succession des transformations sociologiques et je dirais même socio-économiques de l'histoire. Alors tout argument en faveur d'une société non capitaliste, où les moyens de production seront socialisés dans une économie, je dirais, réelle, est irréaliste, voire même un fantasme utopique. L'anticommunisme, bien sûr, constitue une partie centrale du principe, je dirais, de cette oligarchie bourgeoise convertie aux affaires mondiales. Et depuis 2 décennies, les forces bourgeoises, puisque de toute manière, pour un chat, et leurs mécanismes, ou leurs outils, l'historiographie, les médias, etc., et la liste serait longue et fastidieuse, dans le monde entier, ont déclenché une croisade anticommuniste, principalement à travers la diabolisation et le dénigrement de l'Union soviétique et la construction socialiste du XXe siècle en général. La preuve en est, c'est que même il a été mentionné à la Commission européenne de condamner le socialisme ou le communisme. Alors, un spectre entre, je dirais, il faut être honnête, on peut considérer qu'il y a un spectre qui, je dirais, hante les têtes des néolibéraux, ou les centristes, les sociodémocrates, les néo-nazis, les nationalistes racialistes et autres apologistes, je dirais, de la barbarie capitaliste, chaque fois qu'ils affrontent les vérités d'un individu qui serait porteur du marxisme léniniste. Et c'est le spectre du, comme il l'appelle, totalitaire. À chaque fois que nous leur parlons effectivement de mécanismes complexes, de marxisme scientifique, ils nous invoquent Staline, sanguinaire, répressif, bref, un peu comme font les médias aujourd'hui, l'utilisation de l'hystérie affective. Et donc, par voie de conséquence, le débat est clos. Il peut y avoir de discussion, puisque les sobriquets, je dirais, et l'anathème deviennent la doxa de celui qui, effectivement, a prétention de vouloir commettre ou mettre en place un débat. Bref, tout cela, bien entendu, avec des mots valises, dans une certaine facilité, appelant chez l'individu une certaine compréhension, je dirais, non scientifique. Alors les anticommunistes essayent, je dirais,
de déformer l'histoire de toutes les manières possibles, mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas changer, je dirais, les faits historiques, et surtout la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je dirais même que l'histoire elle-même expose les mensonges flagrants de la propagande anticommuniste, oligarchique, bourgeoise, mondialisée. Alors malgré ses problèmes et ses faiblesses, le système socialiste du XXe siècle a prouvé la supériorité du socialisme sur le capitalisme, en tout cas au quotidien, car les individus voient aujourd'hui de plus en plus leurs services publics disparaître, les charges augmenter, et la privatisation à tous azimuts, qui ne fonctionne absolument pas. Et donc on voit bien, effectivement, que le socialisme, pour certains, que ce soit même chez nos anciennes générations, ne comprennent pas pourquoi certains acquis ont disparu. Et finalement, le socialisme a montré les énormes avantages qu'il offre pour le travail et pour la vie des peuples. L'abolition des rapports capitalistes de production a libéré l'homme du carcan de l'esclavage salarié, ouvrant ainsi, je dirais, la voie à la production et au développement des sciences, et non au profit de quelques-uns pour la satisfaction des besoins des peuples. Dans les soi-disant régimes communistes totalitaires, comme ils le prétendent, chacun avait un emploi garanti, une santé publique, une éducation gratuite, des services à faible coût fournis par l'État, des logements et un large accès aux activités culturelles et sportives. Certes, des efforts étaient encore à faire, mais je dirais qu'on était sur la bonne voie. Alors, je voudrais dire que donner des réponses, je dirais, à tous les apologistes de la barbarie capitaliste, effectivement, il faut y avoir des références sur des réalisations fondamentales, des preuves factuelles de la construction socialiste en Union soviétique. Prenons par exemple le droit des femmes que j'ai mentionné dans ma chronique précédente sur l'avancée qu'il y avait pu avoir avec le gouvernement socialiste en Afghanistan. Et là, parlons effectivement du droit des femmes. On sait qu'aujourd'hui, la grande révolution d'octobre, et je parle également sous couvert de Annie Lacroix-Rise, grande spécialiste que je vous invite à lire, et effectivement, la révolution d'octobre de 1917 a ouvert la voie, je dirais, à l'émancipation sociale et à la libération des femmes de la classe ouvrière. Or, n'oublions pas que, effectivement, seules les femmes ordinaires n'avaient à peu près peu de droits. Les femmes de la haute bourgeoisie, par contre, elles avaient effectivement certains droits que les moyens financiers ou l'appartenance de classe leur permettaient. Alors avant la Révolution, dans la Russie tsariste, les femmes faisaient l'objet de diverses discriminations de la classe, de classe et de sexe. 80% d'entre elles étant des travailleuses non qualifiées, gagnant la moitié du salaire de leurs collègues masculins. En Russie tsariste, 87% des femmes ne savaient ni lire ni écrire, donc un taux d'illettrisme et d'analphabétisme, je dirais, exponentiel. Alors l'un des premiers décrets de la Révolution fut d'accorder des droits politiques complets aux femmes. En Grande-Bretagne en 1918, aux États-Unis en 1920 et en France en 1944. En Russie soviétique, de 1917 à 1920, près de 4 millions de femmes ont pris, je dirais, l'initiative et effectivement, grâce au pouvoir bolchevique, ont appris à lire et à écrire, tandis que de 1922 à 1928, les représentants féminines dans les soviets ont été multipliés par 9, donc de 830 700 ouvrières et agricultrices. Au cours des années 70, alors qu'aux États-Unis seulement 5% des membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des États étaient des femmes, les 35,6% des membres du Soviet suprême étaient des femmes. Et je dirais même plus, c'est en Union soviétique et non en Europe occidentale ou aux États-Unis
que des lois spéciales ont été établies pour protéger les travailleuses pendant leur grossesse. 4 mois de congé de maternité avec plein salaire pour chaque femme. Je tiens à faire remarquer, entre crochets, je vais glisser un petit peu cette information, que dans l'Union européenne, le taux de chômage des femmes était de 10,6% en 2012 et de 10,1% en 2014. Je vous invite à consulter effectivement les rapports de l'OCDE. Alors que le nombre total de femmes vivant dans les limites de la pauvreté atteint le chiffre de 65 millions. Alors, continuons effectivement sur les éléments factuels du socialisme en Union soviétique. Il y a le cas par exemple de la réalisation du travail. En Union soviétique, il y avait un travail stable et permanent pour tout le monde. Pas plus de 41 heures par semaine. Et pour ceux qui travaillaient dans des conditions de travail, je dirais plus difficiles, les heures de travail ont été réduites à 36 heures par semaine. La semaine de travail en Union soviétique était l'une des plus courtes au monde, tandis que chaque travailleur et chaque femme avait le droit au loisir, chaque semaine, d'étudier, d'établir un projet, ainsi qu'à des allocations annuelles stables et complètes. L'assurance sociale des travailleurs était obligatoire. La source de la cotisation d'assurance n'était pas le salaire des travailleurs, mais le budget de l'État et les budgets des entreprises publiques. Tout travailleur a droit à une pension complète à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes. En cas d'emploi, je dirais, plus précaire, c'est-à-dire plus difficile, les hommes avaient le droit de prendre la retraite à 50 ans et les femmes à 45 ans. Le repos et les loisirs n'étaient pas un privilège, comme cela arrive dans le capitalisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les loisirs, il faut soit les voler, ou soit vivre d'une façon, je dirais, oui, on peut dire ça ainsi. Il faut aujourd'hui, pour avoir certains loisirs, il faut faire des concessions. Et malheureusement, comme cela arrive dans la plupart des pays capitalistes, où il faut travailler plus pour gagner plus. Mais ce fut un droit, selon l'article 119 de la Constitution soviétique, car l'Union soviétique avait aussi pour principe de faire en sorte que l'ouvrier soit instruit et s'intéresse à la littérature, à la politique, à la philosophie. Et donc, l'État socialiste a fourni un vaste réseau d'instituts culturels et sportifs gratuits qui étaient à la disposition du peuple. La première maison de loisirs a été construite à, je dirais, Leningrad, maintenant Saint-Pétersbourg, en 1920, à l'initiative de Lénine lui-même. Au début des années 40, il y avait 3600 maisons de loisirs qui pouvaient desservir près de 470 000 travailleurs, tandis que dans les années 80, on comptait plus que, je dirais, de 14 000 centres de loisirs et de vacances pour 45 millions de personnes. Alors, je tiens à préciser que dans le monde capitaliste, en particulier en Europe occidentale, les réalisations syndicales sont le résultat de luttes de classe constantes et sanglantes. On a tendance à l'oublier. Même les représentants aujourd'hui des syndicats qui se sont embourgeoisés, malheureusement, ne s'en rappellent pas. Alors, l'existence de l'Union soviétique et l'exemple, je dirais, de la construction socialiste ont forcé un nombre important de gouvernements bourgeois occidentaux à accorder certains droits sociaux et du travail à leur peuple. Cependant, après les contre-révolutions en URSS et en Europe de l'Est, ces droits sociaux et du travail ont été férocement attaqués. On peut considérer qu'aujourd'hui, nous vivons dans une barbarie capitaliste, du chômage de masse, du sous-emploi, des emplois précaires, des emplois Kleenex ou gadgets, des salaires réduits, des licenciements massifs, des relations de travail sans contrat, du travail des enfants qui aujourd'hui est en train d'être négocié dans certaines cellules, ou dans le monde capitaliste, tous les droits sociaux du travail ont été sacrifiés sur l'autel de la rentabilité du capital. Dixit effectivement les États-Unis. Nous en arrivons effectivement au système de santé publique et gratuit.
Alors, le système de santé publique qui a été établi en Union soviétique est un exemple significatif de construction socialiste. En Russie soviétique, il existait un vaste réseau public de soins de santé basé sur l'économie socialiste à planification centralisée et qui fournissait des services gratuits, des soins médicaux à l'ensemble de la population. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant la Révolution d'octobre, dans la Russie tsariste, l'espérance de vie n'était que de 32 ans. Après 1917, en quelques années, l'espérance de vie passe à 44 ans. En 1987, l'URSS avait le même taux d'espérance de vie que le monde occidental. On établit autour de 69 ans. Pendant la construction socialiste, le nombre de médecins et de toutes les spécialités a rapidement augmenté, puisque la mortalité infantile, qui dans la Russie pré-révolutionnaire était un énorme problème, a été réduite de 10 fois. Au milieu des années 80, environ 160 millions de personnes passaient des contrôles de santé préventifs annuels, tandis que plus de 35 millions étaient sous surveillance médicale constante et gratuite. Au cours de la même période, plus de 28 000 infirmières d'État pour femmes et enfants existaient en Union soviétique. Alors il est à préciser que dans la Russie capitaliste actuelle, le taux d'espérance de vie a diminué. Par exemple, il était en 2004, me semble-t-il, d'après les derniers chiffres, c'est un rapport assez ancien, mais c'est les chiffres que nous possédons, il était à 63 ans, me semble-t-il. De plus, dans la Russie capitaliste, des oligarques et des groupes monopolistiques, les soins de santé ne sont plus gratuits et publics. De nombreux hôpitaux et cliniques d'État ont fermé, tandis que de grands hôpitaux privés étaient créés. Donc les accidents de travail ont augmenté, on peut établir de 6 000 décès chaque année, et les travailleurs russes, donc les gens doivent payer pour les services dans les hôpitaux publics existants. Donc, soyons honnêtes, il y a un retour en arrière. Alors, je dirais même un bond en arrière. Nous avons également le système d'éducation publique, je dirais, est gratuit. Bon, comment pourrons-nous qualifier ça? On pourrait dire que c'est une réalisation unique de la construction du socialisme en Union soviétique, et que cela a été l'élimination complète de l'analphabétisme et l'augmentation rapide du niveau d'éducation. Avant la révolution d'octobre, pour le prendre effectivement à titre d'exemple ou de comparatif, donc en 1917, seuls 37,9% des hommes russophones et 12,5% des femmes russophones savaient lire et écrire. Dès le début, le gouvernement soviétique a fait un effort colossal, voire même mettre sa priorité pour éliminer l'analphabétisme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 50 millions d'adultes ont appris à lire et écrire entre 1920 et 1940. En 1937, les 75% de la population totale savait lire et écrire. Dans la décennie 1960, l'analphabétisme avait complètement été éliminé. Alors, l'élimination, effectivement, ça semble incroyable, mais c'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, raison garder. L'élimination de l'analphabétisme, qui a également été réalisée par Cuba, socialiste, dans les années 60, faisait partie d'un programme éducatif général et unifié, créé par le gouvernement soviétique, qui comprenait enseignement universitaire gratuit et accessible pour la classe ouvrière et les agriculteurs, création de milliers d'écoles maternelles, primaires et secondaires publiques. Le nombre de personnes ayant atteint un niveau universitaire est passé de 1,2 million en 1939 à 21 millions à la fin des années 80. De 1918 à 1990, plus de 135 millions de Russes ont terminé leurs études universitaires. Alors que dans le monde capitaliste, le droit à l'éducation devenait soumis à la rentabilité, aux privatisations, à la rivalité entre les grandes écoles et les écoles moindres, les coûts astronomiques, voire l'endettement, et les étudiants en URSS avaient libre accès à tous les niveaux d'enseignement.
il n'y avait pas de frais dans l'enseignement supérieur de l'Union soviétique. Et de plus, il y avait une accessibilité complète à l'assurance médicale, ainsi qu'à divers événements sportifs et culturels. Je dirais même que en 2000, dans la Russie capitaliste, 40% des étudiants de niveau universitaire payaient des frais de scolarité. La restauration du capitalisme dans le pays a conduit à la désintégration du caractère public et gratuit de l'enseignement, et dont l'étudiant n'avait plus comme objectif principal d'étudier. Il devait effectivement se loger, se nourrir. Et donc les réalisations incontestées du socialisme dans l'éducation ont été internationalement reconnues par les organismes scientifiques des États capitalistes. Et même certains États non communistes se sont inspirés effectivement de ces concepts. Alors l'expression effectivement qu'on pourrait aujourd'hui usiter, c'est que ce qui vend sait, Johnny ne sait pas, et qui fait l'objet de recherches aux États-Unis, qui est une caractéristique surtout après le triomphe, je dirais, soviétique dans le secteur des sciences, y compris les sciences spatiales, et personne ne pouvait contester la supériorité des systèmes socialistes dans le domaine de l'éducation. N'oublions pas que les Américains ont pu utiliser effectivement les connaissances spatiales en se fourvoyant et en recrutant d'anciens nazis, qui eux avaient des connaissances. Et ça c'est une autre affaire, puisque c'est effectivement l'opération Paperclip. Je ferai à l'occasion une chronique là-dessus. Alors, il n'y a aucun secteur dans la science au cours du XXe siècle dans lequel l'Union soviétique n'était pas une force de premier plan. Chaque année, 20 à 25% des inventions annuelles, dans presque tous les aspects de la technologie, appartenaient à l'URSS. Nous pourrions, je dirais, n'hésitons pas à le dire, faire référence à beaucoup plus de réalisations du socialisme. En Union soviétique, ainsi qu'en Europe de l'Est, on peut certainement faire référence à la transformation complète d'un État tsariste, pauvre et semi-féodal, en une superpuissance avec une industrialisation extensive et une augmentation rapide de la production agricole. On pourrait même se référer à la contribution colossale de l'Union soviétique à la lutte antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale, car aujourd'hui, nous le savons d'experts, que ce ne sont pas les Américains qui ont libéré l'Europe, mais bel et bien les Soviétiques qui ont permis aux Américains de ne pas se faire massacrer pour s'introduire sur les plages de Normandie, grâce à la destruction colossale de la machine de guerre, et dont effectivement tout cela est incarné par la réalisation du maréchal Zhoukov. Heureusement qu'aujourd'hui des experts et des historiens de haut vol le reconnaissent. La propagande pendant très longtemps états-unienne avait réussi à rentrer dans la scolarité de beaucoup de pays occidentaux en faisant un révisionnisme. Alors cela bien entendu est une autre histoire. Donc bien entendu on pourrait aussi, je dirais, se référer aux magnifiques réalisations soviétiques dans les arts, le cinéma, la culture, y compris le théâtre, la musique classique, la poésie, la littérature. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les réussites qu'il y a eu en Union soviétique, que même Aleknov, qui n'est pas un communiste, mais qui est un spécialiste. Je vous invite à lire ses ouvrages sur l'économie soviétique et sur le socialisme sans Marx. Certes, c'est un ouvrage extrêmement, je dirais, sourcé, scientifique, technique, traitant des questions économiques, mais il, lui-même n'étant pas communiste, reconnaît qu'effectivement, il y avait des réussites. Alors, je ne vais pas continuer, mais je vais faire une conclusion. La conclusion, elle est, je dirais, elle est évidente. Et donc, dans n'importe quel secteur de la vie sociale et économique, le socialisme a prouvé sa supériorité sur le capitalisme. Encore aujourd'hui, on voit les peuples, que ce soit les révoltes des Gilets jaunes ou dans d'autres pays, le besoin de se réapproprier le social qui a disparu ou qui disparaît comme une peau de chagrin ou comme neige fond au soleil.
Et donc, effectivement, le secteur de la vie sociale et économique, le socialisme a prouvé sa supériorité, puisqu'il est même réclamé aujourd'hui par beaucoup de personnes dans des populations. Et quand on parle de supériorité, bien entendu, on se réfère à la façon dont le système socialiste a réussi à satisfaire les besoins des peuples en éliminant l'exploitation de l'homme par l'homme, le capitalisme, avec sa nature anarchiste, dans la production et la déification du profit, n'a plus rien à offrir, on le voit aujourd'hui. Et certainement pas à l'humanité. La pauvreté, la misère, le chômage, les inégalités, les guerres. Et l'Union soviétique et les États socialistes du XXe siècle, malgré leurs problèmes existants, je le reconnais, ont prouvé qu'un monde meilleur était possible. Et malgré le recul historique, temporaire, des contre-révolutions de 1989-91, rien n'est terminé. La fin de l'histoire n'est pas venue. Même si, effectivement, on continue à nous mentir, dont la réalité est contraire, de tous ces apologistes du capitalisme. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et je devais effectivement remettre les choses en place, c'est important. Et je vous dis à la prochaine chronique, merci.